Bonjour à tous, je suis avec François et Denis Lamotte, deux frères qui nous viennent de Belgique et qui sont tous deux spécialistes du SEO. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Jean-Benoît. Alors, ce qui m'intéresserait d'abord, c'est de connaître un petit peu votre parcours. Donc, vous êtes actuellement créateur d'un outil SEO qui s'appelle Mitambo. Mais voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez fait avant, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé dans le SEO. Donc, Alors comment on est arrivé? Nous, on est on va dire, on est tombé dans le web depuis 1995, 1995, comme on dit en Belgique. On avait déjà commencé à travailler dans le monde multimédia 2 années avant, puisqu'on a commencé à créer des CD-ROM interactifs avec Macromigrate Director, donc c'était en 93. Et donc, on a suivi l'évolution du web avec les premiers sites statiques, les premières technologies dynamiques. Et puis, voilà, donc on a travaillé sur tout type de sites depuis cette époque-là. Denis, lui, il a eu un parcours où il est devenu directeur technique de studio de dessin animé au Luxembourg. Au départ, pour créer des jeux sur des CD-ROM. Et puis, après, il est passé dans les agences de communication où il avait en charge les départements Internet, avec des agences qui sont passées, enfin une agence qui est passée de 1 à 30 personnes quand Denis les a quittés. Donc on a pu travailler sur tout type de projets marketing, sur des développements de sites, autant pour des banques que pour des ASBL. Enfin, on a vraiment travaillé sur énormément de typologies de sites. Euh, alors on est tombé un petit peu dans, on va dire, dans le SEO, entre guillemets, un petit peu par hasard, comme tout le monde, je pense. il y a quelques années. Oui, oui. Et moi, c'était par parce que j'ai toujours été un grand passionné du marketing en ligne. Et en suivant une série d'experts américains, enfin par ricochet, je suis tombé sur deux experts, la Dan Teese et Leslie Roddy, qui sont pas spécialement connus ici en Europe. Et Leslie Roddy, c'est le premier qui a expliqué des choses sur des classements de pages que j'ai pu répéter enfin, calculer et qui fonctionnaient. Donc j'ai approfondi un petit peu ces méthodes et enfin, dans les réflexions sur ces méthodes de calcul et ces méthodes de PageRank, enfin de PageRank sculpting pour être plus précis, on a découvert certaines mécaniques qu'on ne retrouvait pas dans tous les outils SEO qui existaient. Donc oui, c'est l'un des premiers à avoir parlé un petit peu de SEO technique et structurel à une époque où on parlait beaucoup de sémantique, de pondération de mots-clés et de ce genre de choses, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et donc, c'est un des premiers qui a montré, en fait, avec un de ses partenaires de l'époque, qui est Michael Campbell, qui a fait le, le schéma du papillon, là, le butterfly, je ne sais plus très bien comment c'était le terme exact en anglais. Donc, ouais, donc où il montrait comment, en faisant une galaxie de 4-5 sites et en les reliant d'une façon particulière, on pouvait pousser le PageRank d'un site central, technique que tous les Black Hat et autres utilisent maintenant un peu dans tous les sens euh, pour promouvoir certaines pages ou certains sites. Donc voilà, c'était un des premiers à avoir défendu ces idées-là. Et donc voilà, c'est par cette personne-là qu'on a découvert ça. Et donc en 2010, on a décidé avec Denis en fait de créer nos propres outils pour analyser ce genre de site. Et il se fait voilà qu'on a eu des clients avec des gros sites. Il y avait un client là qui avait plus de 6 millions de pages, qui avait toute une série d'alertes de Google déjà à l'époque parce qu'il avait trop de liens, etc. Donc, il ne savait pas comment gérer ça. Et donc, on a lancé les premières versions de Mitambo à l'époque à l'assaut de ce genre de site. Et l'outil enfin, s'est développé comme ça petit à petit en fonction des clients et des demandes spécifiques, où on a travaillé soit la volumétrie de page, soit d'autres problématiques d'analyse. Et petit à petit, ben voilà, D'accord. enfin, on a développé les facettes de ce qu'est l'outil. Mais bon, comme le web était compliqué et vaste, les problématiques sont assez variées, assez nombreuses. Donc voilà, Et c'est jamais fini. voilà, c'est jamais fini. Donc c'est pour ça qu'on est l'outil pour l'instant est toujours en bêta. Et Donc quand tu dis que vous l'avez conçu tous les deux, c'est que vous avez des compétences techniques et c'est vous qui développez le produit de A à Z?
Ou alors est-ce que c'est vous qui rédigez un cahier des charges et qui externalisez le produit? Comment vous fonctionnez? Alors, on fonctionne, on est 3 personnes impliquées dans le projet, mais essentiellement c'est Denis pour l'instant qui porte le plus gros des efforts. Mais donc, on utilise différentes technologies open source, différents frameworks, Ruby on Rails pour les interfaces, du Ruby, du Perl, du C pour certaines technologies, mais tout le reste, tous les scripts, tous les algorithmes, tout est entre guillemets fait main, ou tout est justement pour pouvoir contrôler au maximum le, enfin, les processus et les problématiques. Enfin, Denis, je pourrais laisser parler Denis. Bah, On ouvre un petit peu le capot. en gros, oui, tout a été développé par. En fait, on se base sur un certain nombre de technologies open source et tout a été enfin, tout est développé in-house, donc il n'y a pas de sous-traitance. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça, très court. Pour faire court, bon, parfois c'est intéressant dans la mesure enfin, où on contrôle tout. Parfois, quand on a des problèmes en cascade, comme on en a connu ici pour les migrations qu'on a eues ici en début novembre, bon, là, ça devient parfois un petit peu compliqué parce que les choses sont en cascade, donc il faut pouvoir enfin, identifier, détecter la source des problèmes, savoir si c'est dans le développement de nos codes, au niveau de la couche OS des serveurs, au niveau du data center. Enfin, les choses se mettent en cascade et pas toujours facile de pouvoir détecter tout en étant une équipe aussi petite, mais bon, Et, ça, on a l'avantage de pouvoir identifier clairement les bottlenecks ou les endroits où les choses coincent et de pouvoir agir dessus. Ce qu'on ne et sait vous, pas toujours faire avec des crawlers open source plus gros qui vous livrent les choses en boîte noire et sur lesquels on n'a pas toujours de prise. et vous travaillez à temps plein sur ce projet, tous les trois? Alors non, Denis est à temps plein. Moi, je suis partenaire d'une agence de communication qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle Spade, qui est assez centrée sur... enfin, on est 360, donc on fait autant de support papier et différents classiques que du support web. Mais en support web, on est assez centré sur le responsive design, donc créer une interface web qui s'adapte autant pour les mobiles que pour Pour le pour les fixe. desktops classiques. Voilà, que pour les desktops fixes. Et donc, je travaille sur Mitambo, on va dire à temps partiel, ou enfin, le temps de travail varie en fonction donc, en fonction De ton du temps, de tes travail. Mais l'idée, c'est que disponibilités. voilà, mais comme maintenant l'architecture Mitambo enfin, est virtualisée et commence à être décentralisée, enfin, on peut distribuer le travail sur plusieurs machines. On peut supporter un nombre de clients plus grand. Donc, bon, on verra comment la charge de travail va augmenter ici sur l'année 2013. Alors peut-être qu'on peut rentrer directement Donc, dans le dur et puis regarder un petit peu ce que permet de faire votre ouais. outil. Donc Donc, je crois que tu l'as fait on a tourner sur... préparé une petite. Ouais, je te laisse présenter du coup. Donc, on a préparé une petite démo ici sur ton blog, hein, sur le blog Watoussi. Donc, on va regarder un petit peu Donc alors, attends, pour qu'on comprenne bien comment vous opérez, toi tu as lancé votre crawler sur mon blog, tu as crawlé l'intégralité des pages et ensuite vous lancez une moulinette qui fait des analyses, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc ici, voilà, tu vois, le crawl a été fait donc aujourd'hui, le 22 décembre. Ça a pris 10 minutes et 11 secondes pour aller chercher toutes les pages. Et donc, c'est comme un crawler classique. Donc, il y a une partie qui va aller chercher les pages. Et puis après, il va y avoir, on recopie toutes les pages sur le serveur. Et puis, il y a plusieurs phases de travail d'analyse qui vont passer sur l'ensemble des pages. D'un côté, pour faire le graphe du site, donc calculer tous les liens qui partent dans l'ensemble des pages. Et alors, avec des analyses sémantiques pour chacune des pages. Et donc, le tout après, c'est qu'on obtient pour une première vue. En fait, voilà, on a identifié donc 707 pages, ou en tout cas 707 URL qui ont été identifiées sur le site. Donc, on va voir dans ton cas qu'il y a une série de duplications, mais qui est faite par, entre autres, un des plugins qui est utilisé pour gérer les commentaires.
Donc la nuance entre page découverte et page dont l'indexation est permise, qu'est-ce que c'est du coup? On a découvert 631 pages qui étaient marquées comme étant en no-index. Enfin, comment dire, qui sont taguées comme no-index. Et donc, du coup, sur les 707 pages, il n'y en aurait que 76, euh, on va dire, qui puissent être crôlés et bien indexés par Google, même si a priori, il y en a plus. Donc là, il faut voir un petit peu la logique et la façon dont ça a été fait sur le site. Donc en gros, on va voir, on a une zone de tableau de bord ici qui donne différentes indications. Il y a trois parties ici au-dessus. Il y a la partie classement. Donc on ne gère pas nous-mêmes la collecte de position. Pour l'instant, on passe par des outils tiers et on récupère les données. La même chose pour les mots-clés. On peut récupérer des données qui viennent de Google AdWords, entre autres sur le trafic et sur le potentiel de trafic des mots-clés. Et en fait, on peut croiser les infos Google AdWords et les données sur les classements avec les données qu'on a collectées sur le site. Bon, dans la démo ici, on n'a pas fait, mais Les données sur les classements, c'est du SEMrush. Par exemple, ça peut être du Advanced Web Rankings, et où là, on exporte un fichier CSV qu'on importe directement ici. Bon, il y a plusieurs façons de pouvoir travailler. Donc voilà, donc ici, après, quand on descend sur le site, on peut travailler aussi, enfin, on l'a déjà fait sur des projets, donc on peut remonter des données Google Analytics, si on veut remonter certains indicateurs sur les pages, et on a travaillé aussi avec Majestic SEO, où on peut aller rechercher tous les backlinks externes, et on les redistribue sur chacune des pages, pour faire d'autres analyses et d'autres... D'accord. Alors peut-être que tu peux nous détailler un petit peu les différents indicateurs qui remontent. Oui, alors ici, pour l'instant, donc le tableau de bord qu'on voit ici, alors la balance de liens, en fait, c'est un ratio, donc un calcul qui se fait entre le nombre de liens qui rentrent sur la page divisé par le nombre de liens qui sortent. Donc en gros, si on a si on a 100 liens qui arrivent sur la page et 100 liens qui sortent de la page, on a un ratio qui vaut 1. Si on a un ratio négatif, ça veut dire qu'il y a plus de liens qui sortent de la page que de liens qui arrivent sur la page. Donc voilà, on voit ici, on a 620 URL qui ont un ratio entre 0 et 0,5, donc qui donnent plus de liens qu'elles en reçoivent. Et on a en gros ici 61 URL qui reçoivent plus de liens qu'elles n'en donnent. D'accord, donc c'est un des indicateurs ça donne un des indicateurs de popularité interne, de dire ben voilà, ces pages reçoivent plus de liens, donc ont un potentiel de recevoir plus de jus de liens pour être poussés. Alors l'indicateur en dessous, RS, le R, c'est pour réputation de lien, donc tous les textes des encres de liens qui pointent sur la page. Et le S, c'est le sujet de la page, donc c'est les mots-clés principaux qui ont été pondérés sur le contenu de la page. Et donc la balance, ça revient à trouver le nombre de mots communs entre ce que les liens, donc ce que les autres pages disent du contenu de la page. Donc est-ce que ça confirme en fait si les mots-clés principaux de la page sont bien repris sur d'autres pages ou en tout cas sont bien renvoyés. Donc on voit ici par exemple, on a 9 pages qui ont au moins 4 mots communs entre les mots principaux de la page et les pages extérieures. Donc là, si je comprends bien, tu essayes de vérifier qu'il y a bien une relation entre le contenu de la page et les encres de liens entrant vers cette page-là. Entrant vers cette page-là, tout à fait. D'accord. Alors en dessous ici, c'est les statuts. Donc dans ton cas, tout va bien. Toutes les pages découvertes en tout cas sont en 200, mais parfois on a des belles collections on a des 404, 403, 500, 500. Enfin, on a des beaux exemples. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que votre outil va surtout être pertinent sur des très gros sites. Donc là, on a pris mon tout petit blog pour faire l'exemple. Mais sur des plus gros sites qui ont 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions de pages, c'est impossible de visualiser ça à l'œil nu, entre guillemets. Et donc, votre outil permet de visualiser tout ce qui est distribution des liens, tout ce qui est sémantique d'un site qui potentiellement est énorme. Voilà, et donc comme dans l'analyse, on est capable aussi par exemple, d'identifier les templates de mise en page, on peut croiser les templates et les types d'erreurs pour aider à simplifier les corrections et savoir directement, tiens, il y a tel genre d'erreur sur ce template-là. Et souvent, sur les gros sites, on se retrouve vite avec des centaines de templates
Quand tu parles de templates, qui c'est ont des été templates créés. HTML? Ou c'est ça, les templates HTML de mise en page, que ce soit pour des listings de résultats, pour des grilles de présentation de produits ou pour des pages de détail. On se retrouve en général avec des historiques de mise en page assez différentes et parfois c'est plus simple de pouvoir filtrer avec un template et de croiser les données. Donc on va voir un exemple ici. Donc si on passe donc en gros, par exemple, ici on a une vue, donc sur la vue des liens. euh, donc on va retrouver l'URL, le nombre de liens qui rentrent sur la page, le nombre de liens qui sortent de la page. Donc on peut avoir chaque fois un détail qui apparaît ici sur une fenêtre pop-up. Je vais ouvrir ceci. Et donc on a chaque fois le label, la page qui est ciblée dans ce cas-ci, le statut du lien, s'il est en dofollow ou pas, et bon, le statut de la page ciblée. Donc on a comme ça différentes valeurs. Alors il y a deux autres chiffres derrière. Denis va m'aider parce que de mémoire, j'ai oublié si c'est les deux chiffres qui sont là. On les retrouve. C'est le PageRank. Enfin, il y a deux valeurs de PageRank qu'on calcule. Une valeur de PageRank indépendamment si la page est en no-index ou no-follow, et puis une valeur de PageRank adaptée, donc c'est les deux valeurs qui apparaissent. Mais c'est un PageRank interne, Voilà. donc on calcule le graphe du site et donc le poids des liens. Donc c'est exactement la même formule que le PageRank, sauf que c'est uniquement sur le nombre de pages à l'intérieur du site. Voilà. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de vérifier que les pages ou les templates qui ont le plus de PageRank sont bien les pages ou les templates qu'on souhaite pousser en SEO. Voilà, tout à fait. Et là, on a déjà des surprises. Donc en fait, le principe de l'interface qu'on a prévu, elle a vraiment été prévue pour travailler sur des gros sites, c'est qu'on peut analyser différents paramètres pour dire, tiens, j'aimerais bien avoir les pages qui donnent par exemple plus de 100 liens sortants. Et donc en fait, en quelques secondes, on obtient cette liste de pages-là. Et donc on peut dire, par exemple, je voudrais dans ces pages-là, toutes les pages par exemple qui parlent de blog. Et donc on se retrouve à avoir 23 pages. Donc voici ici une page qui s'appelle Screencast, spammé avec Scriptbox, j'imagine que ça devait être cet article-là. Ouais, c'est ça, spammer les blogs avec. Déjà là, on va voir qu'il y a un problème récurrent, c'est que tu vois, on a différentes URL, on voit en bas de la page là, le reply to come. Ouais, ça je l'ai identifié. Donc en à fait, c'est des plusieurs liens reprises. sur la page qui, voilà, bon, ça va créer en fait c'est un des soucis qu'on a souvent qui va créer sur les blogs les problèmes de duplication. Et si on passe maintenant sur la partie ici perception. Alors juste, est-ce que tu peux revenir sur la partie lien que tu viens de quitter? Est-ce que là vous avez su identifier des templates HTML comme tu l'expliquais tout à l'heure? Ouais, donc ici, c'est la partie ici en bas, mais ici, c'est des pages, bon, c'est la même page parce que c'est des URL dupliquées, mais je vais revenir, je vais enlever le mot blog ici. Donc ici, c'est la partie du modèle, en fait. Et tu vois, ici, il y a deux templates différents qui ont été reconnus. Et je pourrais refaire on va faire un reset là pour mettre les infos à 0. Et donc ici, par exemple, il a détecté 3 templates. Il y a un template avec 41 pages, un avec 496, l'autre avec 664 URL. D'accord. Ouais, il faut aussi filtrer avant ça uniquement les pages internes. Oui, donc on va le mettre ici. Mais je mets externe à false, c'est ça, hein? Oui. Donc voilà, mais on ne peut pas montrer d'autres exemples. On peut trouver par exemple, à l'intérieur toutes les pages qui ont un statut noindex activé, par exemple. Il y a 631 pages qui ont un statut noindex et 116 qui n'en ont pas. Donc je pourrais dire, je voudrais faire un filtre sur les 116 pages qui sont indexables. Alors je pense que pour le coup, il vous manque quelques graphes de visualisation de data. Ça, c'est prévu pour la version qui va sortir ici en janvier. On va rajouter ici au-dessus de la vue des listes, il y aura une zone avec différentes c'est les pages. Mais si tu regardes un petit peu toutes les facettes dont on dispose,
On peut effectivement faire pas mal de graphes en mélangeant, par exemple, en fonction de la profondeur, les statuts, en fonction de la profondeur, le temps que les pages ont mis à être récupérées. On a énormément de paramètres qu'on peut coupler comme ça pour faire des graphes. Ça Oui, peut être tout à assez fait. Je pense intéressant. que vous avez toute la donnée nécessaire pour faire les graphes et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à Et exactement. Oui, c'est ça. Et surtout, enfin, on l'a remarqué ici avec toutes les personnes avec qui, enfin, soit les clients, les gens avec qui on a fait des tests, livrer en fait l'interface brute comme ça, les gens sont vite perdus parce que retrouver un groupe de pages, c'est une chose, mais après savoir comment on peut fonctionner pour, enfin, comment on peut fonctionner pour travailler de façon optimale, c'est assez perturbant pour les gens. Donc, on va essayer d'avoir une version, donc dans une offre commerciale en self-service, une version réduite où on guide plus les gens sur des groupes de pages, soit des pages qui sont potentiellement déjà optimisées, mais qui pourraient être enfin, dont on pourrait accélérer le classement, ou d'autres qui sont presque prêtes à l'emploi. hmm. Non, je pense que ce qui manque là, c'est des données consolidées en fait. Parce que si j'ai un site de plusieurs millions de pages, je vais pas me farcir les centaines et centaines de pages les unes après les autres. Mais moi, je vais avoir besoin de données consolidées qui me disent, voilà, la répartition de tes pages en fonction des templates, la répartition du page rank interne en fonction des templates. Et pour ça, il me faut des camemberts, quelques histogrammes et ce genre de choses. Je vais essayer de montrer ici les intentions. Cluster. Donc alors une des parties les plus intéressantes en fait dans la partie en fait de la perception. Donc on a le sujet sur les mots-clés pondérés de la page, donc en fonction de leur position dans l'URL, la balise title, la balise H1, H2, etc. Enfin, il y a toute une structure sémantique qui permet de pondérer les expressions. Donc on fait des calculs sur des termes à un mot, à deux mots, à trois mots. Donc il y a toute une logique de la réputation, c'est ce qui vient des encres de liens. On a dit, on peut retrouver le nombre de liens qui pointent sur la page et l'intention. En fait, on arrive à essayer d'identifier le cœur de la page et on exclut le header, le pied de page, les barres latérales pour se concentrer sur ce qui a été dit dans le corps de la page. D'accord. Donc le sujet, c'est le contenu intégral de ta page. Tu as une pondération en fonction des éléments, title, H1, etc. Tu fais des n-grammes, ce genre d'opération. La réputation, c'est uniquement les liens, donc les encres. Et l'intention, t'exclus tout ce qui est template finalement, tout ce qui est récurrent sur tout le site, footer, header, sidebar, etc. C'est bien ça? Mhm. Voilà, c'est ça. Alors après, en fonction des CMS et templates, parfois ça marche bien, parfois ça marche pas trop, mais sous WordPress, ça marche encore. De façon générale, ça fonctionne encore assez bien. Euh, bon, parfois c'est trop strict. Ça écarte par exemple la balise H1 principale et ça reste dans le corps de texte. Donc du coup, il y a une petite zone dans la pondération qui est moins prise en compte. Mais bon, en général, ça permet souvent de déterminer les pollutions sémantiques, entre guillemets, quand on a des nuages de tags ou des blocs de navigation qui sont trop importants dans les sidebars. En fait, on se retrouve parfois à avoir des mots qui remontent dans la perception du sujet qu'on ne retrouve pas ici. Donc, ça donne plus des indicateurs pour avoir des pistes pour optimiser certains templates pour générer ça. Donc ce que tu essayes de montrer, ce qu'on essaie de vérifier ici, c'est que c'est la bonne sémantique finalement qui est remontée sur la page et que c'est la sémantique qu'on cible en SEO. Tout à fait. Donc là, par exemple, je vais prendre, tu vois, on peut prendre les mots, par exemple, qui ont été indiqués sur cette page. Alors, si le plugin, voilà, il est arrivé, c'est un peu pressé, donc je vais reprendre ceci. On va enlever what aussi parce que c'est un peu trop facile. Mais toi, si on prend les mots qui sont mis en place, Google Graph Jean-Benoît Knowledge, ben, la page est première. Ouais, Après, c'est bon, pas très évidemment, peut-être concurrentiel. oui, cette partie-là n'est pas très concurrentielle. Mais toi, bon, on peut prendre un exemple ici.
Euh, Tu vois, analyse log SEO serveur. D'accord. La page est deuxième. Par exemple, Google Page Script, on peut regarder Google Blog Monitor par exemple. On enlèvera What aussi. Tu vois, bon, après, ça montre qu'on arrive à avoir des indicateurs pertinents sur les séquences de mots. Bon, après, tout le travail, c'est de voir comment est-ce qu'on restructure le contenu de la page pour que ça se rapproche d'une requête à un mot ou deux mots qu'un utilisateur pourrait taper sur Google pour retrouver la page. Donc ça, c'est voir un peu si on fait Googlebot WordPress. La page est quatrième. Donc bref, on arrive vraiment à avoir des insights ou des analyses qui sont assez pertinentes, qu'on est capable d'extraire la liste des mots, des expressions qui sont optimisées à l'intérieur du site, et après on peut lancer un outil de collecte de position pour vérifier si les pages sont bien classées. Et une fois qu'on a compris la logique, on peut refaire un travail vraiment pour arriver à optimiser le contenu de la page pour atteindre des requêtes que les gens feraient pour trouver le contenu de la page. Et idem pour les encres de lien. Donc là, il y a des outils, par exemple. Donc on fait c'est une analyse qui n'est pas en fait de la duplication, mais plutôt de la concurrence sémantique. Donc, par exemple, ici, on a plusieurs pages qui sont concurrentes ou optimisées uniquement sur le mot SEO. Donc, je vais essayer de voir, tirer un peu la page ici. D'accord, j'ai deux pages qui sont optimisées sur le terme SEO. Il y a c'est ça, deux pages ici. Donc l'idée après, ce serait de voir comment dans la réputation de lien, on puisse parce que bon, le mot ici, c'est SEO. Il y avait un 2012, février, reply. Donc ça, c'est des mots qui viennent sans doute de la sidebar ou des listes. Il faudrait voir le type de page. Ça vient des commentaires, je pense, le terme reply. Oui. Et après, il y a une autre partie, en fait, là, on peut aller regarder. Donc là, on peut aller voir les parties de duplication. Donc là, c'est vraiment les pages dans le même titre. Et ici, tu vois, on est vraiment avec c'est le problème du reply to com, là, avec les ID, où il va dire, voilà, il y a 35 URL pour la même page, mais bon, fondamentalement, c'est la même page. Donc là, il y a des petites astuces, entre autres, pour neutraliser le reply to com. Ah oui, ça c'est intéressant de pouvoir. Alors je crois que Google Webmaster Tool permet une interface un peu comme celle-ci, mais on est rapidement limité en termes de. Je sais plus si on est limité à 10 000 ou à 100 000 lignes. Et du coup, sur des très gros sites, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir l'intégralité des titres similaires. Oui, mais il y a pas un pour WordPress, c'est qu'il y a un plugin pour ça, parce qu'on a travaillé récemment avec WP Formation, qui avait le même souci. Je pense que c'est par un plugin qui a neutralisé cette duplication-là. Donc, bon, on a la même chose sur les descriptions. Ou alors, l'autre partie qu'on peut aller regarder, en fait, c'est ce qu'on appelle les flux de liens. Donc là, on peut prendre section par section, ou page par page, et voir un petit peu le nombre de liens qui passent. Mais donc, tu vois, là, on se retrouve de nouveau avec une série d'URL dupliquées, enfin, des liens qui pointent et qui créent des URL dupliquées alors que c'est la même page. Mais c'est des pages dont la présentation a changé récemment. Enfin, on prévoit d'afficher ça sous forme de graphique dynamique, plus facilement utilisable que cette grande table. Oui, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez réussi à calculer et à obtenir la data. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment retravailler sur l'aspect visuel, graphique, pour qu'on puisse travailler dessus, quoi. Bon, après, il y a toute une série de données qui sont collectées. Bon, ici, on est sur les parties des ressources, donc tous les fichiers CSS, JavaScript, les images, les liens, les PDF, etc. Donc ça, on peut refaire un état pour valider s'il y a
voilà, il y a par exemple deux ressources qui ont été trouvées en 404. Un favicon là et un href. Il faudrait regarder le sco-href.js. Mais on collecte des données aussi sur le temps de crawl, le temps que le serveur met pour répondre quand on fait des Le temps appels pour fetcher les d'exécution, oui. pages. Voilà, donc il y a toutes des données qui sont collectées, mais qui ne sont pas, enfin, qui sont en base de données, mais qui ne sont pas du tout affichées ici dans l'interface. Donc ça, on verra un petit peu dans l'évolution en fonction des besoins des analystes, comment on peut présenter l'outil ou comment ça peut être. Il y a un aspect aussi que François a activé dans le bas, c'est qu'il y a une customisation automatique sur base du chemin. Et donc sur les grands sites, il y a moyen de définir et de sauver des requêtes, des clusters de pages pour travailler sur une section du site et l'améliorer et pas chaque fois de redevoir filtrer, redevoir gérer on va dire que la barre latérale a été conçue comme étant un outil où on peut mémoriser les requêtes et s'y est passé d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre dans l'équipe pour travailler sur le même cluster. Alors, ce que tu as appelé chemin, c'est des templates d'URL, des passes, c'est ça? C'est ça, oui, oui, oui. Ah ouais, ça c'est pratique parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Donc ici, par exemple, pour retrouver le groupe de pages qu'on a créé, en fait, il apparaît ici plus bas, donc on peut copier en fait l'adresse du lien et on peut l'envoyer par mail, le mettre si on a un système de gestion de tickets avec des tâches associées. Donc on peut passer, comme ça la personne arrive directement sur la vue avec le groupe de liens à travailler. On a un système aussi, je n'ai pas testé ici, mais on a un système de bookmarklet. Donc on peut venir ici, donc si je retourne, on va vérifier ici, s'il était opérationnel, on va prendre un exemple ici. Donc si je prends cet article-là, en fait, avec le bookmarklet, il est capable d'aller chercher en fait un rapport de données, donc toutes les données qu'on a qui sont consolidées sur la page. Donc voilà, on a un rapport ici avec toutes les données qui sont l'analyse sur les mots-clés principaux qui ont été faits. On a la perception, le sujet, l'intention, etc. L'analyse des liens, donc tous les liens entrants sur la page, les liens sortants, s'il y a des éléments de contenu dupliqués qui ont été trouvés, l'analyse sur les mots simples, les mots doubles, etc. Et donc toute une série de données techniques qui sont collectées, les en-têtes du serveur. Donc après, ça permet de naviguer sur le site, d'avoir le bookmarklet, et hop, on a un rapport détaillé sur le contenu de la page. Donc de nouveau, ici, même remarque que tout à l'heure, ça demanderait d'avoir un côté plus visuel et avoir des parties de synthèse plus marquées directement en début de... Et là, on commence par faire des petites recommandations sur... c'est des éléments classiques sur le titre, le fait que le titre soit trop long, que la métadescription n'est pas complète. Enfin, bon, c'est des grands classiques. Donc, voilà, et donc en fait, on a aussi un rapport, si je retourne ici, dans le même esprit en fait, mais on donne un rapport global, mais à ce moment-là, c'est des données sur le site. Donc c'est un peu le même esprit que le rapport détaillé, et c'est une série de rapports. Bon, À qui vous comptez vendre cet outil? C'est plutôt des agences? C'est plutôt des, des annonceurs directement? On a déjà des agences qui travaillent avec, qui font leurs audits et leurs recommandations de leur côté. On a des éditeurs de sites aussi qui travaillent avec l'outil, qui travaillent en direct, mais jusqu'ici, on va dire sur les grands sites,
l'interface est encore un peu trop brute et enfin, on va dire trop complexe, comme on parlait tout à l'heure, peut-être parce que ça manque encore d'indicateurs et d'éléments visuels résumés sur les éléments. Et je pense que les gens ont besoin, enfin, quand on accompagne et qu'on est présent pour expliquer comment on trouve les vues, comment il faut faire, ça fonctionne très bien. Mais une fois que les gens se retrouvent seuls dans l'interface, je pense que pour l'instant, comme c'est présenté, c'est trop ouvert et les gens sont, Oui. ça ne rentre pas dans les méthodes de travail habituelles, en tout Hmm. cas sur les gros projets. Ah, d'autant plus qu'il y a des intitulés que vous utilisez comme perception, intention, réputation. Ce sont pas forcément des intitulés, des termes qu'on a l'habitude d'entendre. Donc c'est compliqué de savoir ce qui se cache derrière. Voilà, c'est ça. Il y a une courbe d'apprentissage l'idée, c'est on va splitter l'offre en deux parties. On va avoir une offre pour on va dire une entrée de gamme pour des sites, par exemple, jusque 10 000 pages. On n'a pas encore calibré l'offre, mais ce serait par exemple pour 10 000 pages qui sera en mode self-service avec des choses plus réduites, avec des vues précalculées et pour un accompagnement plus clair et qu'on aura à ce moment-là une deuxième offre avec cette interface-ci renforcée par des éléments visuels qui, elle, serait réservée à ce moment-là pour les tout gros sites et les équipes qui doivent travailler dessus. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport en fait à l'outil s'accompagne aussi d'une méthodologie où on essaie de donner aux gens en fait un certain nombre euh, de points sur lesquels, en se basant sur cette méthodologie et sur les points sur lesquels aborder, l'outil devient plus compréhensible. Donc, on avait des vues. Enfin, est-ce que tu as déjà publié ça sur Mais je peux le montrer. Attends, je vais montrer un PDF ici. C'est en partie basé sur la méthode du livre que j'avais traduit, ce décollage immédiat, avec bon là c'est une méthode, enfin un peu classique au niveau du SEO, où on cartographie les mots-clés, on structure le site. Donc là on a une méthode qui est un peu, je vais essayer de remontrer ouvrir le fichier, ben voilà, il est ici. En gros, pour les processus d'audit et d'optimisation, en gros, on a trois grandes familles enfin, trois grandes étapes qui sont bon, tout ce qui peut être technique, tous les problèmes, la façon de piloter les robots et les questions de performance enfin, du serveur et des pages. Il y a tout le travail au niveau du contenu, en partant de la duplication, les mots-clés et la création de nouveaux contenus. Et puis alors en partant sur le troisième pilier qui est la popularité, par de l'architecture, tout ce qui est liaison interne, et après les liaisons externes. Et donc on a comme ça un graphe Donc là où c'est le on peut fameux reprendre chaque fois triptyque, chaque étape. le fameux triptyque du Voilà, SEO. voilà. Et reprendre chaque fois pour chaque grande étape. Bon, là, on a repris des différentes boîtes pour expliquer ben voilà, les URL. Et puis, on peut reprendre chaque fois en détail tous les types d'URL, les problématiques de duplication, les façons de les traiter, etc. Jusqu'à différentes astuces, comme un pilotage des robots, de RobotXT, HT-Access, jusqu'au Robot Tag, là, enfin, voir comment tout ça peut être géré et piloté. Après, en fonction des équipes et des CMS ou des frameworks utilisés, bon, il y a des choses qui peuvent être programmées. Enfin, il y a pas mal de choses à faire là-dessus sur les gros sites. Bon, voilà, c'est des choses qui sont. à terme, on prévoit une API technique pour pouvoir gérer automatiquement pour les gros sites en fonction des clusters pour pouvoir changer les nofollow, les no-index de façon automatique sur certaines pages ou certains. Ah, donc vous prévoyez de prendre la main, entre guillemets, sur les sites de vos clients pour faire des optimisations à la volée automatique? Oui, sur base XRobotite, ça ouais. Comme on est capable d'identifier, on a montré en combinant des facettes, des groupes de pages, par exemple, qui peuvent être dupliqués, qui génèrent certains problèmes, on pourra en isoler un certain groupe dans l'interface, en garder une ou deux, et puis neutraliser toutes les autres avec des no-index
no index follow, enfin, on peut régler différentes règles. Après, à voir comment est-ce qu'on le fait sur un HT Access, est-ce qu'on le fait en... Enfin, il y a plein d'approches différentes qui peuvent être proposées. Mais, Sachant que ça, c'est toujours des choses qui sont difficiles à entendre pour des gros sites, en tout cas. Sur les quelques gros sites français sur lesquels j'ai pu travailler, ce serait hors de question qu'un prestataire, quel qu'il soit, prenne la main sur le site. Euh, ce serait, ce serait très compliqué à faire passer pour pas dire impossible. oui, sûrement, sûrement. Ou en tout cas, à voir après comment ça pourrait se faire. Tu vois, est-ce que c'est des suggestions et tu as une API avec des suggestions et le framework peut aller interroger et puis il valide après Oui, si ça il pourquoi pas. prend ou pas les données. Euh, mais sinon, par exemple, c'est un projet, ça faudrait la peine qu'il fasse un podcast avec Yannick Simon, par exemple, parce que lui, je pense qu'il est dans des structures ou des suggestions similaires avec ce qu'il a fait sur Rue du Commerce et ce qu'il propose à ses clients avec sa Kizoe Box. D'accord, c'est ce qu'il propose de faire, d'automatiser certaines optimisations. Ouais. D'accord. Moi, je ne connais pas le détail, mais en tout cas, il annonce sur son site. Et il a certainement sa méthode et sa tambouille secrète, mais il y a certainement des choses intéressantes à dire là-dessus. D'accord. Tu parlais un petit peu de pilotage de bots. Vous avez prévu d'intégrer l'Observer à vos analyses ou pas? Oh, oui, à terme, c'est des choses qui seront, enfin, c'est des choses qui seront faites. L'idée, c'est on avance on va avancer rajouter une couche de visualisation sur les données actuelles. Et après, on pourra travailler ça sans souci. Donc, on a travaillé dans un autre domaine qui est comment dire, le domaine du media clipping, donc des agences qui font de la veille, télé, radio, presse et web, pour lesquelles on a déjà construit des applications d'analyse visuelle assez complexes et qui sont capables de traiter des très gros volumes de données dans des temps assez intéressants. Et donc, je pense qu'on va transposer le logique de recherche et d'analyse qu'on a fait dans ce domaine-là, entre autres sur l'analyse de log, et pouvoir faire après un matching avec la structure de site et après, l'idée à voir est-ce qu'on croise les points forts qu'on a au niveau sémantique et avec ce que font les bots et essayer de trouver les raisons pour lesquelles ils passent plus par là que d'un autre côté. Enfin bon, ça on verra comment l'avenir nous dira ce qu'on peut découvrir ou ce qu'on trouve des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Ok. Et j'avais une petite question. Tu as montré d'autres exemples hors du podcast où j'ai pu m'apercevoir que sur l'aspect sémantique, vous aviez une vraie compétence, une vraie valeur ajoutée. Et du coup, je me demandais un petit peu ce que vous pensiez du Google Knowledge Graph qui se base sur des entités nommées et qui a fait pas mal d'efforts sur la sémantique. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que vous trouvez que ça casse pas trois pattes à un canard? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je dirais que en tout cas par rapport en tout cas dans les évolutions actuelles qu'on peut voir, les analyses sémantiques qu'on fait donc portent toujours leurs fruits et fonctionnent toujours. Je pense que chaque fois que plus on arrive à donner un signal clair sur un nombre de pages, plus on arrive à les dégager, les faire grimper dans les index. Il n'y a pas vraiment d'incidence là-dessus. Donc nous, ça nous fait dire que les règles de base en tout cas à l'intérieur d'un site, les règles de base sur le link sculpting et la perception sémantique, ça s'en trouve, moi je trouve même encore renforcé. Après, est-ce que Google analyse la pertinence des encres de liens sur des pages qui sont sur des sujets ou des sujets sémantiques proches de la page qui est ciblée, ce qui donne une pondération plus grande? C'est possible. En tout cas, nous, on voit que quand on a vraiment une clarté du signal où la réputation confirme réellement ce qu'il y a sur la page, on arrive à rentrer dans des zones qui sont parfois même assez encombrées. Et plus le site est gros, plus il arrive en général à performer dans les classements. Donc après, comment ça pourrait évoluer, je ne sais pas trop. Bon, une chose qui est sûre, c'est que
avec Pingouin Pingouin, Panda et tout le zoo qui sont sortis, ils avancent vraiment à grands pas dans la direction du machine learning. Donc, comment est-ce qu'ils vont augmenter les niveaux de qualité et de perception des contenus? Je ne sais pas trop comment ça va aller. Moi, j'imagine qu'ils vont serrer la vis de plus en plus et que toutes les techniques toutes les techniques black hat, de spinning, de distribution de contenu, etc., seront, à mon avis, seront neutralisées dans le temps, ce qui forcera les gens à continuer, en tout cas à moins avoir une clarté et à produire du contenu avec un signal clair sur leur site. Donc voilà, toi tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est optimisation on-site, surtout pour les gros sites, et que ça c'est pas du tout pour l'instant dans le viseur de Google. Ça, je pense pas, mais par contre, c'est sûr que là où ils font les obscurantistes, c'est qu'ils réduisent, que la surface pour les résultats organiques est en train de se réduire. Quand on voit le nombre de publicités, le nombre de services, le knowledge graph, on dirait que la quantité de mots qui disparaissent dans Google Analytics, tous les keywords référeurs, etc., ils montent les curseurs de plus en plus, donc on a l'impression comme ça qu'ils réduisent la lumière et qu'ils mettent... quand on voit toutes les attaques qu'ils ont fait récemment sur SEO Moz, sur les Raven, sur les Oui, 3-4, sur tous sur ceux qui scrapaient Ahrefs, leur page. voilà, tous ceux qui scrapent ou qui croisent des données. Donc, il y a un côté obscurantiste où où ils forcent les gens ils forcent les gens à ne pas se baser sur les classements. Le fait qu'ils mettent en avant chaque fois le côté de la personnalisation à outrance en disant on personnalise tout, donc ne faites plus confiance à. Bon, ça, je pense qu'il y a une part de bluff il y a une part de bluff là-dedans, parce que même au niveau de la personnalisation, ils ne peuvent pas personnaliser à l'infini le nombre de résultats proposés aux gens, sachant que la base, à partir du moment où le signal des pages claires est optimisé, il n'y a pas beaucoup de pages et beaucoup de sites qui proposent ces signaux-là. Donc, bon, il y a ce côté. Surtout ce qui Oui, oui, sur la surtout longue sur la traîne, longue parce traîne. que Ouais, autant sur des requêtes top middle tail, ils peuvent accumuler un certain nombre de signaux, autant c'est beaucoup plus compliqué sur la long tail. Et, euh, et les gros sites, j'imagine que ce sera vos clients principaux. Généralement, ils ont essentiellement du trafic long tail. oui, oui, tout à fait, ouais, d'avoir. Mais bon, après, c'est la politique de Google. Il faut faire peur à tout le monde. De faire des cas avec des sites plus ou moins connus qui vont buzzer pour. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le fait qu'ils poussent de plus en plus à travailler avec AdWords, etc., et de réduire la surface organique à peau de chagrin dans certains cas. Donc, quand on voit par exemple même l'importance du mobile, que ce soit les téléphones ou les tablettes, et que le nombre de résultats affichés sur les tablettes, la surface diminue encore plus. Donc, la bataille, et même pour Google, je pense, pour ses revenus publicitaires ou pour son inventaire publicitaire, ils vont avoir une surface, un inventaire qui va se réduire. Oui, d'ailleurs, ils ont un peu changé leur interface récemment et on voit il y a une grande barre blanche sur la colonne de gauche. Donc on peut se demander ce qu'ils devraient pas, est-ce qu'ils vont mettre là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de pub qui apparaisse prochainement. Mais bon, comme on lisait là avec leurs 500 releases qu'ils ont fait cette année, ça veut dire que c'est 1,4 modifications par jour. Ça veut dire qu'ils doivent quand même ils doivent tester, je sais pas, des dizaines de choses en même temps. On n'est pas à l'abri de surprises plus ou moins grosses dans les évolutions qui vont se faire. Mais en tout cas, je pense que le cœur, leur formule de PageRank, le cœur de la mécanique, il est toujours là, quoi. Il y a des choses qui s'améliorent Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Et des éléments, mais je pense que le fondement de la machine n'a pas trop bougé, ne bougera pas trop. donc toi, tu n'es pas inquiet sur votre méthodologie qui est plus travail sur le on-site, la structure du site, le maillage interne, la sémantique. A priori, ça va pas bouger ou pas dans les prochains mois en tout cas. Non, et puis le fait que ça sert aussi de toute façon, in fine, toujours les utilisateurs. Parce qu'améliorer la clarté du sujet des pages, le contenu des éléments, on sert in fine les utilisateurs. Donc, si le but après est de faire du trafic, soit pour la publicité ou pour faire des leads ou convertir sur des produits, je pense plus on gagne en clarté, plus on sert les utilisateurs.
Donc, je pense que c'est toujours bénéfique à long terme sur les... Actuellement, vous êtes encore en version bêta. Vous avez une date de prévue pour une sortie officielle. Vous avez une roadmap définie ou ce sera quand ce sera prêt? Ce sera plutôt quand ça sera prêt, mais disons on espère avoir ici courant janvier ou février, une version simplifiée qui sera accessible en self-service. Après, on va voir pour quelle taille de site ou quel type de site on s'adresse. Mais on pense essayer d'avancer là-dessus pour livrer quelque chose ici sur la fin janvier, début février. Oui, Et vous savez gérer tout type de volumétrie? Un site de 40 millions de pages, ça vous fait peur ou vous savez faire? 40 millions de pages, on n'a jamais fait. Pour être franc, les plus gros sites sur lesquels on a travaillé, c'était 6 millions de pages. Bon, on en discutait encore d'ailleurs ce matin. La question serait de voir aussi parce que comme on a des processus qui peuvent être assez complexes pour toutes les analyses sémantiques, on pourrait aussi imaginer une structure plus light pour, par exemple, travailler uniquement sur la structure du site et avoir quelques indicateurs clés au niveau sémantique. Peut-être qu'il y aurait des procédures qui pourraient être plus légères et qui nous permettraient de travailler des sites, enfin des sites de plusieurs millions de pages sans trop de soucis. En tout cas, l'architecture logicielle comme elle est développée là, on peut travailler enfin, on travaille déjà sur des serveurs virtuels, mais on est capable de déléguer la tâche sur plusieurs serveurs. Donc à terme, on devrait pouvoir déléguer comme ça, faire monter X serveurs en parallèle en fonction de la taille du site à travailler. Bon, après, il y a aussi d'autres contraintes qui sont liées aux contraintes du client. On nous a déjà dit on avait un site de 35 millions de pages, mais on ne pouvait travailler que de minuit à 6 heures du matin, par exemple. Voilà, Ah oui, ça j'ai connu lorsque j'étais en agence, on crawlait très régulièrement des sites de clients et on devait demander une autorisation par email avant de lancer un crawl et puis on devait définir avec le client le nombre de pages maximum crawlées par jour, à quelle période horaire, etc. Parce qu'il y a certains sites qui tiennent pas la charge dès lors qu'on crawl plus de 10 pages par seconde. Donc ça, je pense qu'il faut que vous prévoyez d'avoir des problèmes là-dessus parce que c'est très très fréquent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose d'autre à montrer sur votre outil ou on a fait à peu près le tour? Super. Bah écoute, je mettrai vos coordonnées en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse vous contacter. Si certaines personnes sont déjà intéressées, vous êtes déjà en mesure de délivrer, j'imagine? oui, oui, ben, il y a le formulaire, il faut passer sur le site ici Mitambo, il y a plusieurs formulaires de contact, il y en a ici en bas de page ou ailleurs, il suffit de nous laisser un petit message et puis on se met en contact. Ce que je peux dire, c'est que le PDF que j'ai montré avec la méthodologie, je vais certainement le diffuser par le site SOD Collage Immédiat. Est-ce que ce sera sur un site ou sur la newsletter, mais on va diffuser ces informations-là bientôt. Super. Donc, on pourra aussi recevoir les commentaires ou les avis ou les discussions sur le principe. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous pour la démonstration. Donc, je pense que vous avez moyen de faire un superbe outil, mais là vraiment il faut travailler sur tout ce qui est visuel, tout ce qui est synthèse, tout ce qui est consolidation des données. Mais je suis assez impressionné par la volumétrie et sur le nombre d'informations que vous arrivez à récupérer. Ben, merci beaucoup. Merci pour les compliments. À très bientôt.